Salut! Dans le cadre du confinement, j'ai eu envie d'amener un peu la littérature jeunesse dans vos oreilles. Alors j'ai proposé aux auteurs pour ados de nous lire un extrait de leur dernier roman. Certains l'ont fait en audio, vous pouvez les retrouver dans la zone d'écoute de Sophie Lissa, et d'autres l'ont fait en vidéo. Voici pour vos oreilles le projet Confinement. Allô? Alors moi c'est Nicolas Paquin et je vais te lire un extrait de mon plus récent, L'espion de Tourville. En montant vers la Gaspésie, oui, je dis bien en montant vers la Gaspésie parce qu'on s'élève vers la Gaspésie. Géographiquement, on descend, mais c'est tellement beau, c'est tellement lumineux qu'on monte quand on va en Gaspésie. C'est volontaire. Donc, en montant vers la Gaspésie, le pli des Appalaches qui s'étire sur tout le sud du fleuve Saint-Laurent prend le nom des monts Notre-Dame. C'est une longue chaîne montagneuse hérissée à perte de vue par la canopée de millions de conifères. Lorsqu'il prit possession des merveilles de ce monde infini au nom du roi de France, l'explorateur Jacques Cartier nomma cet endroit, plus poétiquement, les hautes montagnes de Honguedo. Bien moins spectaculaires que le massif de Charlevoix, ces vagues de crêtes au dos rond sont restées longtemps des contrées inexploitées. On y traquait l'orignal et y pêchait la truite, rien de plus. Il fallut attendre la fin du 19e siècle pour qu'elle se peuple de chasseurs d'arbres et de cueilleurs de pierres. La vie était difficile. C'est à cette époque que le train devint le moyen de locomotion de l'avenir. Résolus à coloniser les montagnes, les gouvernements décidèrent qu'une voie ferrée, jalonnée de gares et d'ateliers, traverserait cette immensité. Elle filerait au cœur des forêts, parmi les épinettes, les sapins et les érables à sucre qui coloreraient chaque automne ce paysage majestueux. Des hommes garnirent les ravins de ponts, transformèrent les flancs de montagne en faux plats et firent cheminer un rail entre Bellechasse et le Témiscouata. Plus de 200 km de voies ferrées zigzaguaient entre pics montagneux et bras de rivière. On baptisa ce trajet en l'honneur du ministre Frédéric de Barth-Monk. Ce véritable serpent de fer fit naître des paroisses à la manière des villages champignons du Far West. L'un d'eux prit le nom du tronçon ferroviaire, Monk, tout simplement. Ou plutôt non. Il prit le nom de Saint-Clément de Tourville. En fait, on y accrocha le nom de Monk sur la gare et on retint Tourville pour désigner le village. C'est ça, Tourville. C'est à l'atelier de Tourville que les locomotives devaient interrompre leur périple pour se refaire une beauté, se refaire une santé, puis reprendre à train d'enfer le fer de la voie ferrée. Avant 1929, on parlait de Tourville et de la station Monk en fondant de grands espoirs. On y voyait déjà une cité qui, en 5 ans, passerait de 500 à 10 000 habitants. De Tourville, point central du transit ferroviaire entre Edmundston et Charny, s'élancerait une voie traversant les Adirondacks américains pour aboutir à Bangor, une importante ville des États-Unis, où est né Stephen King. Mais la crise économique survint et les projets visionnaires que tous couvaient moururent dans l'œuf. L'espion de Tourville, petit retour durant la Deuxième Guerre mondiale pour un adolescent de 13 ans qui ne sait pas exactement quoi faire de ses journées. Pour d'autres extraits, rendez-vous sur Sophie Lissa. Et pour lire les livres dont il est question, vous pouvez le trouver dans une bibliothèque ou dans une librairie sous format numérique. Bonne lecture!